Donc le webinaire du jour, c'est droit d'auteur, comment sécuriser vos créations, avec ce focus que j'imagine vous attendez tous sur les spécificités des créations générées par IA. On a un programme qui est assez dense parce qu'il y a beaucoup de choses à se raconter. Il y a beaucoup de choses à se raconter, pourquoi? Parce qu'on est obligé de poser certaines bases, et j'ai oublié de mettre mon téléphone en mode avion, voilà, pour pouvoir parler de cette finalité, on va dire, du webinaire sur les spécificités IA. Et si on pose pas ces bases, en fait, on ne se comprend pas. Et on a besoin d'avoir un vocabulaire commun, on a besoin d'avoir des notions communes, on a besoin de poser les bases des droits d'auteur avant même de parler des spécificités quand on est dans un contexte IA. C'est pour ça que le programme, je le divise en plusieurs parties. Déjà, les droits d'auteur, qu'est-ce que c'est? Sécuriser ses créations, parce que c'est la thématique finalement, c'est droits d'auteur, comment on sécurise ses créations. Sécuriser ses créations, ça passe par quoi? Le point sur les créations générées par IA, donc ça qui va nous permettre finalement à l'issue de la question de savoir ce que sont les droits d'auteur et ce par quoi ça passe de sécuriser les créations, on va pouvoir faire un point sur les créations générées par IA. J'entends par là qu'on ne va pas parler de tous les sujets qui concernent l'intelligence artificielle et les droits d'auteur parce qu'ils sont beaucoup plus larges. On va faire un focus à un moment donné sur les créations générées par IA. Et dans un dernier temps, je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Et je ne me suis pas présentée, je me présente. Je m'appelle Clara Zlotikamian. Donc c'est un nom de famille qui fait parfois un petit peu peur. On me dit oulala, j'arriverai jamais à le lire, mais quand on prend son temps, en fait, on se rend compte que ça va. Je suis avocate et formatrice. J'ai un parcours plutôt hybride. J'ai commencé à travailler en collaboratrice en cabinet. Ensuite, j'ai été dans le domaine de l'enseignement et de la pédagogie dans les écoles. Puis j'ai donné beaucoup de cours, beaucoup d'interventions parce que je me suis moi-même spécialisée dans la formation et l'enseignement, que ce soit en école ou que ce soit auprès de salariés en entreprise. Et là, je remets ma casquette d'avocate, je reviens à l'avocature en propriété intellectuelle et IA, qui sont mes sujets depuis le début. Même si avant ChatGPT, on parlait plus de droit des robots que d'IA. Et donc voilà. Et ce que j'aime bien dire, c'est que j'ai mon expertise métier et puis ma pédagogie autour de cette expertise-là, sans chichi. Donc j'essaye d'expliquer les choses le plus simplement possible pour que le droit soit compris et intelligible pour tous. Et sans plus attendre, on va pouvoir commencer à se demander les droits d'auteur, qu'est-ce que c'est? Bon, alors déjà, les droits d'auteur, ça appartient à un grand univers. Ce grand univers, c'est l'univers de la propriété intellectuelle. C'est important de poser les bases parce que souvent, on va faire des confusions. On va avoir la notion de propriété intellectuelle, la notion de droit d'auteur, mais d'autres notions qui peuvent venir aussi, vous allez voir, les marques, les brevets, et on va s'en mêler les pinceaux. Or, il est très important d'avoir les éléments dans un contexte bien clair, puisque la propriété intellectuelle, c'est le grand univers qui vient protéger les créations au sens large du terme. Une création, qu'est-ce que c'est? Une création, c'est quelque chose qu'on va justement distinguer d'une idée. J'ai une idée, elle est dans ma tête. J'ai l'idée de ce livre qui raconterait une histoire d'amour impossible entre deux familles que tout sépare, etc. Très bien, ça c'est mon idée. À partir du moment où je fais sortir mon idée de ma tête, que j'en fais quelque chose, j'ai une création. Et dès lors, j'arrive dans cet univers de potentielle propriété, une propriété non pas matérielle comme je posséderais mon stylo, je possède mon téléphone, je possède ma voiture, mes chaussures qui sont matérielles, mais une propriété qui est immatérielle et qui est la propriété des créations. Et à partir de là, on a une subdivision de la propriété intellectuelle entre deux grands univers, que sont la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. Et c'est au sein de ces deux sous-univers qu'on trouve des droits. On trouve les droits d'auteur, on trouve les droits voisins, on trouve les marques, on trouve les brevets, on trouve les dessins et modèles. Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de droits différents? Il y a autant de droits différents parce qu'ils ne protègent pas les mêmes choses. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les droits d'auteur. Mais il y a d'autres types de droits. Si vous êtes dans l'univers du droit des marques, c'est parce que vous ne cherchez pas à protéger la même chose que dans l'univers des brevets ou des dessins et modèles.
Une marque, par exemple, on voit tout ce que c'est. Ça va être la petite pomme de chez Apple croquée. Bah, ça, c'est ce petit logo, c'est un signe. Ça va être le M de McDonald's. Ça, c'est des signes spécifiques qui vont protéger des produits ou des services en particulier. Un brevet, ça va protéger des inventions. C'est par exemple les bouchons qu'on connaît maintenant qui ne se défont pas de la bouteille et qui permettent d'avoir une ouverture un peu spécifique. Ah bah ça, hop, c'est une invention, c'est encore un autre type de droit. Les dessins et modèles, ça va protéger l'apparence des produits. Donc par exemple, la bouteille de Coca-Cola, on peut imaginer son design. Bref, là, on est dans un univers qui nous va pas nous concerner. Nous, on est chez les droits d'auteur. Alors à côté, on a les droits voisins qui sont un peu particuliers, qu'on va mettre de côté aussi, qui eux ont vocation à protéger des interprétations. Une interprétation, ça peut être, y a un auteur-compositeur qui a écrit des paroles, une musique, une mélodie. Et puis après, il y a l'interprète, il y a Céline Dion qui est interprète et qui va pouvoir avoir par exemple des droits voisins sur son interprétation. Ou alors sa maison de disques qui elle aussi pourra avoir des droits voisins sur les enregistrements, etc. Tout ça, ça ne nous concerne pas. Nous, on est dans les droits d'auteur. Et les droits d'auteur, c'est l'univers des œuvres de l'esprit. C'est là qu'on arrive dans l'univers des images, des illustrations, des photographies, des vidéos, du logiciel, qu'on arrive dans l'univers du texte, de la chorégraphie, de l'architecture, de la sculpture, de la peinture. Ça, c'est les œuvres de l'esprit, et le droit d'auteur vient les protéger. Mais comme tous les droits dont on vient de parler, qui sont tous liés à des créations en particulier, les droits d'auteur, eux, vont avoir leurs propres conditions pour exister. Et ces conditions, elles sont au nombre de 2. La première condition, c'est de dire, moi, je suis face à une œuvre de l'esprit qui est matérialisée. Une œuvre de l'esprit, c'est tout ce que je viens de vous citer. Des photos, des illustrations, des textes, des vidéos, du logiciel, etc. C'est des œuvres. Elles sont listées dans le code de la propriété intellectuelle, mais cette liste, elle n'est pas exhaustive, ça veut dire qu'elle n'est pas terminée, et la liste qui est faite et que le code dresse, finalement, c'est une liste qui est complétable. Qui la complète, c'est le juge au fur et à mesure des affaires qui vont arriver, donc c'est très large. Et pourquoi matérialiser? Parce qu'en fait, c'est pas juste une idée qui est dans la tête, mais elle est sortie de la tête, et c'est devenu quelque chose qui est concrétisé. Maintenant, la notion d'originalité, elle est super importante, et on va voir qu'avec l'intelligence artificielle, elle l'est d'autant plus, et elle est clé. Cette deuxième notion, cette deuxième condition, elle nous dit qu'en fait, pour qu'une création soit protégée par des droits d'auteur, il va falloir qu'elle soit porteuse de ce qu'on appelle l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Le fait d'être capable de faire des choix libres et créatifs. Ça, c'est méga, méga important parce qu'en fait, on comprend déjà que pour qu'il y ait l'empreinte de la personnalité de l'auteur, il nous faut un auteur. Sauf qu'en France, un auteur, ça ne peut être qu'une personne physique. Et une personne physique, c'est vous et moi, de chair, d'os et de sang. Et on va déjà voir se tenter quelque chose d'un peu particulier qui est que une IA, finalement, c'est pas une personne physique. Donc, on se demande déjà comment on joue avec cette notion d'originalité quand on est avec l'intelligence artificielle. Et quand on a ces conditions qui sont réunies, eh bien, on se retrouve à avoir une naissance des droits d'auteur sans dépôt. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre parce que souvent, on va avoir l'idée de se dire « Ah, il faut que je dépose ma création ». Pourquoi pas? Parce que la propriété intellectuelle, c'est ce grand univers qui protège toutes les créations, mais dans les créations, il y a les droits d'auteur. Et les droits d'auteur, contrairement à d'autres créations qui protégeraient les marques, ou les brevets ou les dessins et modèles, qui, elles, vous savez, appartiennent à ce deuxième sous-univers de propriété industrielle, elles peuvent être déposées, elles doivent être déposées pour qu'il y ait des droits. Or, le droit d'auteur, lui, il va naître sans dépôt. Il n'y a pas un office qui existe aujourd'hui pour faire des dépôts de droits d'auteur, ça n'existe pas. Le droit d'auteur va naître tout seul, du seul fait de la création, dès lors que ces deux conditions sont remplies. Les dépôts peuvent être possibles, non pas pour faire naître le droit, mais à titre de preuve, parce qu'il y a ce revers de médaille. C'est bien quand on a une marque, par exemple, de se dire moi j'ai fait un dépôt, j'ai mon titre de propriété qui vient dire effectivement je suis propriétaire de cette marque-là, en voici la preuve.
Et c'est un peu plus compliqué parce qu'en droit d'auteur, on a ce revers de médaille de se dire j'ai pas fait de dépôt parce qu'il n'y a pas de dépôt à faire. Comment je prouve que ce sont bien, que cette création est bien à moi, que j'ai bien des droits qui sont antérieurs? Alors là, il y a des dépôts qui sont possibles, mais ils vont pas faire naître le droit. C'est des dépôts, par exemple, auprès de ce qu'on appelle des sociétés de gestion collective, organismes de gestion collective, dont par exemple vous avez peut-être déjà entendu parler, comme la SACEM. La SACEM qui, elle, va s'occuper des droits d'auteur au niveau de la musique ou de tout ce qui va concerner l'univers musical. Eh bien, il va y avoir des sociétés de gestion collective en fonction de différents, on va dire, univers dans les droits d'auteur qui, elles, vont pouvoir accueillir certains dépôts de la part d'adhérents à ces sociétés. Ou alors, il y a la possibilité de faire d'autres petites choses. On peut s'envoyer à soi-même une enveloppe avec la création dedans, en lettres recommandées avec accusé-réception, etc. Il y a la possibilité de faire un dépôt sur la blockchain, parce que grâce à la fonction d'horodatage de la blockchain, on peut avoir une preuve d'antériorité. Bref, il y a des possibilités, mais celles-ci ne font jamais naître le droit, puisque le droit naît du seul fait de la création sans avoir à faire de dépôt. Ça, c'est les conditions des droits d'auteur. On a compris. Maintenant qu'on sait dans quoi se situent les droits d'auteur, ce grand univers-là, qu'on sait que le droit d'auteur, ça fait partie de la propriété intellectuelle, plus particulièrement de la propriété littéraire et artistique, c'est un droit qui se distingue des autres, qui est dans sa catégorie propre aux créations de type œuvre de l'esprit, qui, lorsqu'elles vont être originales, pourront bénéficier de cette protection sans avoir à faire de dépôt. La question, c'est de savoir comment je sécurise, moi, mes créations. Et bien ça passe par deux choses. Sécuriser ses créations, finalement, il y a une dualité. Cette dualité, c'est de dire que sécuriser ses créations, c'est faire respecter ses droits d'auteur. Mais sécuriser ses créations, c'est aussi respecter ses obligations. Respecter ses obligations, ça revient en fait à respecter les droits des autres. Déjà, faire respecter ses droits d'auteur, par quoi ça passe ? Ça passe par le fait de comprendre que déjà, on a des droits d'auteur. Donc, vous avez une création, vous avez créé une musique, vous avez un film, une vidéo, une illustration, du texte, de la musique, etc. Ou tous ces différents éléments combinés dans quelque chose qui serait plus multimédia, ou du logiciel, du jeu vidéo, du jeu de société, etc. Ah bah là, potentiellement, vous avez des droits qui sont appelés des droits d'auteur. Ces droits, à quoi est-ce qu'ils donnent accès ? Ils donnent accès à ce qu'on appelle un monopole, une exclusivité. Alors ce monopole, il faut le comprendre un peu comme quelque chose qui vient dire « j'ai la main, je suis le seul à pouvoir, j'ai une exclusivité sur l'usage de ma création ». Et du coup, ça me permet d'interdire ou d'autoriser l'exploitation de ma création. Mais comment est-ce que ça passe ? Ça passe par la conclusion de contrats. Ces contrats, ils sont globalement au nombre de deux. Il y a une vraie dualité sur les contrats qui existent en droit d'auteur, soit ce qu'on appelle la cession, soit ce qu'on appelle la licence. Et ce qui est génial, c'est qu'à partir de ce moment-là, en contrepartie de l'autorisation que l'on accorde par contrat, de cession ou de licence, puisque l'on détient forcément donc ce fameux monopole vu qu'on a des droits d'auteur, on va pouvoir percevoir quelque chose qui s'appelle des redevances. Les redevances, c'est de l'argent, et il faut bien comprendre que ces redevances, c'est la contrepartie de l'autorisation que l'on donne pour exploiter les droits d'auteur, et à aucun moment, ce n'est le prix du travail lui-même, c'est le prix des droits. C'est encore autre chose que le travail lui-même. Donc, cette chaîne-là de dire j'ai des droits d'auteur qui me donnent accès à ce monopole, qui me permettent de conclure des contrats en contrepartie desquels je perçois des redevances, c'est super important. Parce que si jamais les droits que j'ai ne sont pas respectés et que mon monopole est enfreint, alors là, il se passe qu'un acte de contrefaçon est commis. Et la contrefaçon, souvent, c'est un mot qui n'est pas utilisé et on utilise un autre mot à la place que j'entends souvent, c'est le plagiat. Souvent, j'entends dire « Ah, ça c'est du plagiat ». Pourquoi pas ? Le plagiat, en fait, c'est pas un mot qu'on trouve dans le code de la propriété intellectuelle, c'est pas un terme juridique, c'est pas une terminologie de droit. Le plagiat,
C'est un mot qu'on entend, on va dire, plus dans le langage courant ou peut-être le langage journalistique. Mais vraiment, la terminologie, c'est de la contrefaçon. Et on va voir que la contrefaçon, c'est grave. Donc, avoir des droits d'auteur, c'est quelque chose de très important. Puisqu'en fait, c'est une propriété. On est dans de la propriété intellectuelle. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut se poser des questions. Parce que j'ai des droits d'auteur. Mais qui a des droits d'auteur? Je suis dans une configuration où je suis salarié. Je suis dans une configuration où je suis prestataire de service. Je suis dans une configuration où je suis agent de l'État. Je suis dans une configuration où je suis journaliste. Qui détient les droits d'auteur? Ça, c'est une question qui est très importante à se poser. Aujourd'hui, la règle, c'est de dire l'auteur, par principe, est celui qui détient les droits d'auteur. Mais en droit, vous savez, il y a beaucoup d'exceptions. Alors sachez déjà que ce principe, il vaut même quand on est salarié. Je suis salarié et je réalise des créations protégées par le droit d'auteur dans mon travail. Ah bah normalement, oui, je suis bien propriétaire de mes créations, je détiens bien les droits d'auteur dessus. Alors il peut y avoir des contextes spécifiques avec des exceptions, mais le principe, ça va être ça. Je suis prestataire de service, je suis freelance, je suis aussi titulaire de mes droits d'auteur sur les créations que je réalise pour mes clients. Mais il y a plein de configurations possibles, il y a plein d'exceptions possibles. Donc il faut se demander qui détient vraiment les droits d'auteur et en parallèle la preuve de nos droits. Puisque on a vu qu'il n'y a pas de dépôt, donc il faut que je puisse prouver mes droits. Ensuite, le monopole. Ce monopole-là, avoir des droits d'auteur, qu'est-ce que ça recouvre exactement? Parce que cette exclusivité que j'ai, de quoi est-ce qu'il s'agit? En fait, le droit d'auteur, c'est dual. C'est à la fois de la propriété de type droits patrimoniaux. Ça veut dire que mon monopole, il tend à dire je suis le seul à pouvoir autoriser à ce que l'on reproduise ma création. Je suis le seul à pouvoir autoriser à ce que l'on diffuse ma création. Et à côté de ces droits qu'on appelle patrimoniaux, il y a aussi des droits qu'on appelle les droits moraux, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui eux sont plus liés au fait de citer l'auteur, c'est le droit de paternité, le fait de respecter la création, l'intégrité de la création, ou encore d'autres façons de ne pas porter atteinte au respect de cette création-là. Et ça, finalement, c'est ce que recouvre ce monopole que l'on a quand on est titulaire des droits d'auteur. Ensuite, les questions liées au contrat. Très bien, est-ce que je dois conclure un contrat de cession ou un contrat de licence? Ce sont deux contrats qui sont des contrats différents. Si je conclus une licence, ça veut dire que je reste propriétaire de mes droits et que la personne... Vous n'avez plus de son? Vous m'entendez plus? Ah, si ça fonctionne, ok, d'accord. Alors je sais plus ce que je racontais. J'étais dans ma lancée. Euh, Est-ce qu'il faut conclure? Est-ce qu'il faut... Désolée, c'était sur la distinction entre contrat de cession et contrat de licence. Merci beaucoup Nabila, j'étais trop dans ma lancée. Alors, du coup, j'espère que tu vas pouvoir résoudre ça, Florence. Sinon, c'est enregistré. Alors, moi, je t'entends. Du coup, la distinction entre contrat de cession ou contrat de licence, quand on est sur un contrat de licence, en fait, on autorise la personne à utiliser notre création protégée par des droits d'auteur tout en restant propriétaire. C'est un peu comme une location. Si on est dans un monde physique, là on est dans un monde immatériel, on pourrait dire une analogie avec la location. Quand on est dans un contrat de cession, en fait, là, on se défait de la création qui est dans notre patrimoine et elle passe dans le patrimoine de quelqu'un d'autre. Donc, si on faisait une analogie avec le monde physique, on serait en réalité comme dans une vente. Il y a vraiment quelque chose de plus grave quand il y a une cession de droit que quand il y a une licence. Donc, par exemple, quand on a un abonnement Spotify ou Deezer ou Apple Music, peu importe, eh bien, on a conclu une licence pour accéder aux créations, mais on n'en devient pas propriétaire. Quand on a la suite Office, c'est pareil. Le propriétaire, c'est pas nous, mais on a le droit d'usage, vous voyez. Et c'est un droit d'usage qui est circonscrit à ce que nous dit la licence, au terme de la licence. Pour la cession, c'est pareil. Ce sont des contrats très minutieux, qui sont des contrats qui doivent être rédigés très précisément, et l'autorisation n'est accordée que dans les limites de ce qui est inscrit dans le contrat.
Et pour la cession, vu que c'est plus grave, alors là, c'est un contrat qui doit respecter vraiment des éléments très spécifiques parce que s'ils ne sont pas spécifiés, il est considéré que la cession est nulle. Si on ne vient pas indiquer très précisément la durée, les territoires, l'étendue, la destination de ce qu'on peut faire, quel est le contexte dans lequel on peut vraiment faire telle ou telle chose, quelles sont ces choses-là, de quelle manière, dans quelle proportion, etc. Donc ce sont des contrats très particuliers qui doivent être très précisément rédigés. Et les redevances, comment fixer le prix des redevances? Et ça, je vous dis, c'est en plus du montant de la prestation. Si par exemple on fait appel à un freelance, à un prestataire externe pour réaliser, je ne sais pas moi, un élément de type un logo, eh bien on paye la personne pour sa prestation. D'accord? Donc, on lui verse la rémunération qui correspond à ce logo-là qu'elle a réalisé dans le cadre de la commande qu'on lui passe. Mais les droits d'auteur qui nous permettent nous-mêmes d'exploiter ce logo, c'est quelque chose de supplémentaire. Donc, ce n'est jamais compris dans le prix. D'accord? Ce n'est jamais quelque chose qui va être intégré de fait. Non, c'est en plus. Alors après, il est possible d'imaginer que l'on puisse faire des sessions à titre gratuit. Mais attention, c'est toujours très particulier. Aujourd'hui, la session à titre gratuit en droit d'auteur, elle est très spécifique et elle peut venir avec certains éléments qui peuvent être un régime juridique particulier parce ça pourrait être traité comme une donation. Et d'un point de vue fiscal, la donation, c'est très particulier. Donc il faudra toujours qu'il y ait une contrepartie qui soit prévue. Donc quand on fixe même quelque chose à titre gratuit, il faut se méfier. Donc ça, c'est vos droits. C'est la première partie de la sécurisation. Se sécuriser, c'est être au clair sur ses droits. Se sécuriser, c'est savoir qu'on a un monopole, mais qui a le monopole? Savoir qu'on a des droits, mais quels sont ces droits? Conclure des contrats, mais correctement. Et percevoir ce que l'on nous doit, mais de la bonne façon aussi. Mais c'est aussi respecter ses obligations. Parce que l'on met en péril ses propres droits, on met en péril ses propres créations lorsqu'on ne respecte pas ses obligations. Tout simplement parce qu'on est dans un système de réciprocité. On a des créations. Très bien. Les tiers, exploitent nos créations. Ça, c'est l'univers de nos droits. Donc, on a des droits d'auteur que les tierces personnes doivent respecter. Mais en parallèle, on a également des créations qui peuvent préexister et que nous-mêmes, nous exploitons. Et ça, ce sont nos obligations qui fondent les droits d'auteur de tierces personnes qu'on doit nous-mêmes respecter. Finalement, c'est du bon sens et de la réciprocité. Si demain, dans le contexte d'une création que vous réalisez, quelle qu'elle soit, vous intégrez une création qui préexiste et qui ne vous appartient pas, et qui, de la même manière que votre création à vous, est protégée par ce fameux monopole. Ce monopole qui est très important, et on a compris que ce monopole, s'il n'est pas respecté, c'est grave. Eh bien forcément, vous allez devoir respecter des obligations. Ça va être exactement la même chose que vos propres droits, si vous avez des droits sur vos créations. Alors à partir du moment où vous intégrez d'autres créations dans les vôtres, vous avez forcément des obligations. Et ça met en péril vos créations si vous ne respectez pas ces droits. Parce que le non-respect du monopole, le non-respect de l'exclusivité qui porte sur une création, c'est de la contrefaçon. Vous savez, ce mot-là que je vous ai dit tout à l'heure et qui souvent est utilisé en disant plutôt le mot plagiat. La contrefaçon aujourd'hui, c'est grave. Que ce soit vous qui commettiez un acte de contrefaçon ou que quelqu'un d'autre commette un acte de contrefaçon à votre encontre, c'est grave. C'est grave parce qu'en fait, la contrefaçon, c'est un délit qui est à la fois civil et pénal. Le droit civil, le droit pénal, les juridictions civiles, les juridictions pénales, c'est deux types de juridictions qui ont vocation à rendre la justice à leur manière avec un but qui est propre à chaque fois. Dans le droit civil, on a un préjudice qui va être commis envers la personne dont les droits sont lésés, donc la personne envers qui il y a un acte de contrefaçon qui est commis sur sa création qui lui appartient. Du coup, qu'est-ce qu'elle veut la personne? Elle veut que le trouble cesse, donc elle veut que les actes de contrefaçon cessent, elle veut que le dommage qu'elle a subi soit réparé. Ça se quantifie
en dommages et intérêts. Et les dommages et intérêts, ça va dans la poche de la personne qui voit son préjudice réparé. D'accord? Elle veut une somme d'argent, un équivalent qui va venir réparer le préjudice qu'elle a subi. Très bien. Mais à côté de ça, il y a les juridictions pénales. Les juridictions pénales, elles n'ont pas vocation à faire ça. Elles ont vocation à condamner. Une condamnation, c'est autre chose. Une condamnation, c'est emprisonnement, peine de prison. Et vous savez, les juridictions pénales, elles ont vocation à s'occuper de ce qu'on appelle les infractions. Les infractions, en général, on a les contraventions, les délits, les crimes, dans l'ordre de gravité. Et il n'y a pas plus grave, en fait, que le droit pénal. Et aujourd'hui, pour vous dire à quel point la contrefaçon, c'est grave, c'est que la contrefaçon est un délit qui est aussi condamné devant les juridictions pénales. Les éléments qu'on va trouver en termes de sanctions, c'est 300 000 euros d'amende, 3 ans d'emprisonnement. Vous savez, c'est toujours des maximums qui sont donnés en droit pénal. Mais c'est pas toujours ce chiffre-là. C'est le chiffre qu'on va trouver de manière globale, mais certains textes peuvent monter un peu plus haut, aller un peu plus bas, en fonction de la situation. Mais en général, c'est ça. C'est 300 000 euros d'amende, 3 ans d'emprisonnement. D'accord? Donc, la contrefaçon, c'est la sanction du non-respect du monopole. Et ce monopole-là, c'est ce qui vous appartient quand vous avez des droits d'auteur et c'est ce que vous devez respecter quand vous exploitez les créations des tiers. J'espère que ça va pour tout le monde. Je sais, c'est chargé, on a beaucoup de choses à se dire pour tenir. Tout va bien. Et bien maintenant, on peut faire le point sur les créations générées par IA alors. Ce point, je vais le diviser en deux. D'abord, les droits d'auteur. Super Florence, je suis contente. D'abord, les droits d'auteur sur les créations IA. Ah, alors ça. Est-ce qu'il y a des droits d'auteur sur les créations que vous générez par IA? Donc, générer une création avec IA, c'est utiliser tous les outils qu'on connaît aujourd'hui très bien pour générer un contenu. Et ce contenu, comme par miracle, il ressemble exactement à tous les contenus que j'ai cités et qui sont ces contenus protégés par des droits d'auteur. Puisque ça peut être des illustrations, des photos, des vidéos, du code, de la musique, du texte, etc. Donc forcément, on se dit, moi j'utilise de l'IA pour générer un contenu. Ce contenu, il peut être protégé par des droits d'auteur, vu qu'il suffit qu'il soit original et puis hop, naissance des droits d'auteur comme ça, sans dépôt. Bon, alors, comment on résout cette question pour l'IA? Souvent, on va penser à tort, et ça c'est important pour moi de vous le dire, que quand on est face à ce qu'on appelle un nouvel objet de droit, donc quelque chose qui n'était pas géré par le droit avant, alors on est dans le vide juridique. Le vide juridique, c'est vraiment ce truc qu'on entend tout le temps, oh mais il y a un vide juridique, oh mais il y a un vide juridique. Il faut arrêter avec ce mythe, le vide juridique, ça existe quasiment jamais. Parce que c'est pas parce qu'il y a un nouvel objet de droit, là on va dire l'intelligence artificielle, même si l'IA ça date des années 50, mais l'IA telle qu'on l'utilise aujourd'hui, IA générative de contenu, depuis la fin 2022 avec ChatGPT et tout ce qui a succédé, nouvel objet de droit parce que très récent, ça ne veut pas dire vide juridique. Il y avait des règles avant. Quand il y a quelque chose qui arrive, on essaye d'utiliser les règles qui préexistaient. Et si ces règles-là, elles fonctionnent bien, c'est génial. Si elles ne fonctionnent pas bien, on va ajouter des nouvelles règles, on va ajuster, on va voir ce qui se passe. Mais très rarement, il y a du vide juridique. Donc aujourd'hui, on applique finalement les règles de droit d'auteur telles qu'elles existent. Et la réalité, c'est qu'on voit qu'il y a deux cas de figure. Ces deux cas de figure-là, ils ne sont pas aujourd'hui résolus en France par une décision puisqu'il n'y en a pas encore eu. Il n'y a encore aucune décision en France, mais il y a des règles et je vous les ai exposées pour dire si oui ou non il y a des droits d'auteur sur une création. En revanche, il y a aujourd'hui des décisions qui ont été rendues à l'étranger, des choses qui se sont passées qui nous permettent de faire une dualité entre eux. Soit c'est 100% généré par IA, auquel cas là on a un problème, parce que comment on qualifie l'originalité? Puisque l'originalité c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur, et il nous faut un auteur humain. Ça c'est compliqué, il y a juste un simple prompt, on va voir quasiment pas de possibilité de dire que, ah oui, c'est généré, il y a des droits d'auteur quand c'est 100% généré par IA. Vous voyez, ça c'est compliqué. Il nous faut un apport humain, il nous faut une contribution humaine, il nous faut un travail qui est issu d'un auteur humain. Et ça, quand c'est 100% généré par IA, ça n'existe pas et on ne peut pas caractériser de droit d'auteur. Quand c'est assisté par IA, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça va être, tout dépend de la contribution humaine. Soit on arrive à voir
un travail où on distingue bien. Je vous prends un exemple qui est un vrai exemple, une bande dessinée. Une bande dessinée, on a toutes les illustrations générées 100% par IA, mais les textes, ils sont faits par un humain. Eh ben, on va diviser. Ok. Les apports humains, les apports IA bien distincts. Il y en a qui peuvent être protégés, d'autres qui ne le peuvent pas. Et s'il y a un mélange, eh ben, on va voir est-ce que la contribution humaine ou pas prend le dessus. Est-ce que il y a un travail qui est suffisamment élaboré et qui nous permet de dire que on a paramétré l'IA, on a utilisé des éléments qui préexistaient, qu'on a injecté dans l'IA, qu'on a retravaillé, qu'on a fait ressortir, qu'on a modifié peut-être dans un autre logiciel, qu'on a réintégré, on a beaucoup prompté, on y a passé des heures et des heures, on a tout documenté et là, on est capable de prouver un apport humain considérable qui permet de caractériser cette originalité nécessaire à l'existence de droits d'auteur. Et ce que je vous dis, je ne l'invente pas, car même s'il n'y a pas de décision en France, on a des décisions aux États-Unis, en Chine, en République tchèque, en Allemagne, et c'est ce qu'on retrouve. On retrouve ça, on retrouve cette nécessité d'une contribution humaine qu'on va pouvoir caractériser. Et pour ça, il faut conserver des preuves finalement de son travail et conserver des preuves de son processus créatif qui viendrait être la base et le fondement de son apport humain original. Ça, c'est la première chose sur les créations générées par IA. Et le deuxième point et dernier point que je voulais voir avec vous, c'est la transparence. Parce que finalement, quand on fait des créations qu'on génère par IA, la question des droits d'auteur, c'est bien, mais il y a aussi une question de mais est-ce que je dois dire ou pas que ce que j'ai fait, je l'ai fait avec l'IA. Alors aujourd'hui, il faut comprendre que quand on est dans cette notion de transparence, on est là d'un coup sur le règlement sur l'intelligence artificielle dont vous avez déjà peut-être entendu parler. Et le règlement sur l'intelligence artificielle, c'est un texte, loin d'être parfait, mais qui vient poser des éléments d'encadrement relatifs à l'IA et qui nous parle de transparence, d'obligation à un moment donné de dire oui, ça ce que j'ai fait, je l'ai fait avec l'IA. Mais il nous le dit dans un contexte particulier. Il nous le dit pour les deepfakes. Et les deepfakes, qu'est-ce que c'est? Les deepfakes, en fait, ils ne sont pas appelés deepfakes dans le droit, ils sont appelés hypertrucages, d'accord? Et les hypertrucages, deepfakes, c'est pas forcément malveillant. Vous pensez peut-être que vous ne faites pas de deepfake, vous pensez peut-être que ça ne vous concerne pas. Mais en fait, la définition des deepfakes, elle est suffisamment large aujourd'hui pour intégrer des éléments qui n'ont pas besoin d'être malveillants. À aucun moment un deepfake n'est malveillant. Donc si j'entre dans le contexte de l'hypertrucage du deepfake qui n'est pas forcément malveillant, alors là j'aurais peut-être des obligations de transparence. Hypertrucage, c'est quoi? Ça peut être une image, ça peut être un contenu audio, ça peut être une vidéo, soit 100% généré par IA, soit manipulé par IA, donc qui préexistait et que l'IA a modifié, et qui présenterait une ressemblance avec des personnes, des objets, des lieux, des entités, des événements existants. Et c'est justement ça que le public pourrait percevoir à tort comme étant authentique ou véridique. Et ça, on le voit beaucoup dans le monde de la pub. On le voit beaucoup dans des domaines qui n'ont pas besoin d'être malveillants. On n'a pas besoin de malveillance pour être dans le deepfake. Le deepfake, c'est pas forcément vouloir faire du mal à quelqu'un en utilisant son visage. C'est pas forcément pour une personne en essayant de diffuser de fausses informations sur cette personne ou de manipuler le public. Non, un deepfake, ça peut tout simplement être quelque chose qui a vocation à générer un contenu qui peut être perçu comme étant vrai parce que il y a des éléments qui ont des liens avec la réalité. Donc comment ça se passe? La transparence aujourd'hui, elle concerne deux types de personnes avec le règlement sur l'IA. Oubliez totalement la colonne des fournisseurs, on va dire qu'on s'en fiche. On pense aux déployeurs. Les déployeurs, c'est une des catégories de ceux qui sont dans le règlement sur l'IA et qui utilisent l'IA dans un cadre professionnel. Et là, on va avoir une obligation d'informer le public. Donc, quand on fait des hypertrucages, quand on fait des deepfakes, ou, et c'est parce que le texte le dit aussi, des textes spécifiques qui sont des textes dont on va considérer qu'ils ont un intérêt public, alors là, le règlement sur l'IA va dire, oui, il faut indiquer que le contenu a été généré ou manipulé par IA. De quelle manière? Ça, c'est toujours compliqué avec le droit parce que les textes, et surtout quand des textes sont faits très rapidement, parce que le règlement sur l'IA a été fait très rapidement, ou plutôt finalisé rapidement,
c'est qu'il y a des imprécisions. Mais c'est pas grave, on avance au fil de l'eau avec la réalité et derrière, vu que le règlement sur l'IA est un texte à l'échelle de l'Union européenne, on a la Commission européenne qui propose des guides pour venir expliquer comment est-ce que vous devez appliquer ces choses-là. Et elle a récemment publié un deuxième draft, donc on est encore sur des brouillons de guides pour dire mais comment est-ce que je dois exposer cette transparence. Et la version définitive est prévue pour juin 2026 sur comment est-ce que je dois faire. C'est un guide qui est volontaire, qui n'est pas obligatoire, qui vient juste proposer des éléments. Et on voit notamment mettre en place une icône qui va peut-être être une icône un peu pour uniformiser ce standard d'icône où on voit AI écrit et qui serait une icône qui pourrait figurer sur les éléments générés par IA qui constitueraient des deepfakes pour lesquels on serait obligé d'avoir cette transparence-là. Mais finalement, il n'y a pas que ça. On nous dit que ça peut passer par des icônes, des labels, des avertissements, donc ce contenu a été généré par IA. Et ça, vous l'avez peut-être déjà vu. Moi, je sais que récemment, je l'ai vu dans le métro. Ça allait trop vite, j'ai pas eu le temps de prendre en photo, mais il y avait une grande affiche comme ça où j'ai vu ce contenu a été généré par IA. Donc voilà, on est dans cette transparence-là quand on entre dans ce contexte. Donc ce contexte étant spécifique aux hypertrucages, donner un exemple de deepfake, une publicité dans laquelle on verrait, je sais pas, des mannequins qui se baladent dans Paris. Bah, le décor, c'est Paris. On voit bien Paris. C'est la réalité. C'est quelque chose qui existe. Des mannequins, bah, ça nous donne l'impression que ce sont des vraies personnes. Et on n'a pas forcément la capacité de faire la différence entre le vrai ou le faux. Une image ou un contenu audio ou vidéo généré ou manipulé par IA. Donc là, ce serait plutôt une vidéo. Mais ça marcherait si c'était de la musique. Un deepfake, ça peut tout à fait être. Je vais vous dire n'importe quoi, Angèle qui chante le répertoire de Charles Aznavour. Voilà. Bah ça, on pourrait très bien avoir l'impression que c'est... je vais répondre à toutes vos questions après, je vais juste finir. Donc j'ai un peu repris une question à la volée comme ça. Mais oui, les deepfakes existaient avant l'IA, effectivement, mais aujourd'hui, c'est juste que c'est encadré. Et sur la question de la transparence, effectivement, ça l'est. Mais je vais répondre à vos questions un peu plus en détail après. Et juste pour terminer, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est quand on fait des deepfakes, et c'est là où, oui, les deepfakes existaient avant, il y a des règles préexistantes, en fait. Et il y a les règles propres aux deepfakes. Mais faire un deepfake, attention, faites bien attention, hein, je vous dis, il y a des règles avec le règlement sur l'IA. Mais le droit à l'image, ça existait déjà. Le droit à la voix, ça existait déjà, les droits d'auteur, les droits voisins, les données personnelles et tous les autres types d'infractions. Donc si j'utilise l'image de quelqu'un, bah, il y a des droits sur son image, je suis obligée de lui demander l'autorisation. Si j'utilise sa voix aussi, les données personnelles, les infractions, on ne peut pas faire des deepfakes et oublier que ça peut mener à de la fraude, à de l'usurpation d'identité, à de la collecte illicite de données personnelles, etc., à de la diffamation. Donc en fait, tout ça, c'est des règles qui préexistaient. Le deepfake n'est pas quelque chose exactement qui est né avec l'intelligence artificielle. Et donc le deepfake doit respecter ces règles préexistantes. Mais ne vous trompez pas non plus sur le fait que vous ne faites pas du tout de deepfake ou vous n'en faites jamais, puisque le deepfake, c'est l'hypertrucage qui a une définition très large et qu'il y a le règlement sur l'IA. Mais aujourd'hui, même dans notre code pénal, il y a des nouvelles règles sur les deepfakes qui viennent dire que quand on a utilisé l'image ou la voix d'une personne sans son autorisation via un procédé algorithmique et qu'en plus on l'aurait diffusé sur Internet, alors il y a des sanctions pénales avec des amendes et des peines de prison. Donc aujourd'hui, quand on se pose la question des droits sur les contenus générés par IA, c'est est-ce que j'ai des droits d'auteur, oui ou non? Et puis, qu'est-ce que je viens de faire? Est-ce que j'ai des règles de transparence à respecter, oui ou non? Et je pense que je vous ai dit beaucoup de choses et je pense que ça fait beaucoup, beaucoup d'informations et j'espère que tout le monde va bien. Et je suis disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à prendre la parole. Non. Oui, non. Alors en fait, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Euh,
Alors, je vais lire les questions si personne prend la parole. Tchouk tchik tchouk. Alors, moi, je dessine par exemple un personnage, pardon, et je demande à l'IA de me générer le même personnage avec une attitude différente. Par exemple, un personnage debout dessiné par moi et je demande à l'IA de représenter ce même personnage. Dans ce cas, elle s'assister. C'est du cas par cas. Alors en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que moi, je ne pourrais pas vous donner la réponse, parce qu'en fait, la réponse, elle n'est pas dans mes mains, elle est dans les mains du juge s'il y a un problème. Et de toute façon, en droit d'auteur, IA ou pas IA, c'est toujours du cas par cas, création par création. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous savez que si vous êtes en mesure de prouver l'empreinte de la personnalité de l'auteur, donc une originalité, donc un apport humain considérable, donc tous ces éléments-là, alors vous allez vers oui, je peux avoir des droits d'auteur. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut faire attention à ça et qu'il faut essayer de documenter au maximum son processus créatif pour finalement réduire l'IA au rang de simple outil. Mais c'est vrai qu'on en est aux prémices et qu'aujourd'hui les décisions, quand bien même il n'y en a pas encore en France et qu'il y en a à l'international, elles restent très peu nombreuses, il n'y en a pas encore beaucoup, et qu'on attend de voir ce qui va se passer en France, ça va être assez intéressant. Mais il faut toujours aussi garder en tête, et ça je ne peux pas en avoir parlé parce qu'il y aurait eu trop de choses à dire, qu'effectivement là c'est bien parce que dans le cas de cette question-là, Carl, toi, tu commences sur ta propre création, mais c'est vrai qu'on peut toujours se demander, est-ce que ce que me génère l'IA ne serait même pas en soi une contrefaçon? Est-ce que ce ne serait pas déjà quelque chose qui porterait atteinte aux droits de tiers? Donc il y a toujours ce revers de médaille aussi, mais il y a beaucoup de questions à se poser. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut documenter. Alors, je continue. Que signifie concrètement la notion d'empreinte de la personnalité de l'auteur? Comment reconnaître ou trouver l'empreinte de la personnalité de l'auteur dans une œuvre alors qu'aujourd'hui nous avons des IA qui créent de plus en plus. Alors, l'empreinte de la personnalité de l'auteur, c'est une notion qui relève d'un faisceau d'indices, c'est encore du cas par cas, c'est comment est-ce que j'arrive en fonction de telle ou telle ou telle création, il y a des critères qui se sont dégagés avec la jurisprudence, donc les décisions des tribunaux, à montrer qu'il y a bien ma patte. Et en fait, aujourd'hui, l'originalité, on pourrait dire que le contraire, ce serait la banalité. Mais c'est compliqué, ça c'est du cas par cas. Par exemple, sur une photographie, on pourrait imaginer alors quel est l'angle, la prise de vue, les réglages de l'appareil photo, la luminosité, etc., etc. Donc tout ça, c'est l'empreinte de la personnalité d'un auteur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'IA, ça peut effectivement rebattre les cartes et c'est pour ça qu'on essaye de caractériser où se trouve la patte humaine là-dedans. Mais tout ça n'est qu'une question de preuve. Et cette preuve aujourd'hui, elle est libre, elle est large. Tout ce que je peux amener et qui va venir prouver mon apport humain créatif va pouvoir être pris en compte par le juge. Mais c'est des éléments qui vont constituer un faisceau d'indices. Et c'est au cas par cas, du coup. Est-ce qu'il faut documenter les prompts dans la génération d'images? Pourquoi pas aussi, oui. Faut en fait se dire que comme c'est un faisceau d'indices, qui peut le plus, peut le moins. Et ça, aujourd'hui, encore une fois, je vous dis, comme c'est du cas par cas et qu'on n'a pas encore de décision, c'est vrai que forcément, on est dans l'expectative de la suite, quoi. Bonjour, au regard de ce que vous dites, j'ai l'impression que les contenus publiés sur les réseaux sociaux enfreignent très largement les droits d'auteur et que les plateformes favorisent, voire encouragent ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de contenus qui enfreignent les droits d'auteur aujourd'hui. Vous savez, c'est pas parce qu'il y a des règles qu'elles sont toujours respectées, c'est pas... Enfin, il est interdit de faire plein de choses que tout le monde fait tous les jours. Et on a un gros souci aujourd'hui entre la différence entre j'ai accès et j'ai le droit. Et on confond le fait d'avoir accès aux choses avec le fait d'avoir le droit de les exploiter. Ça aussi, ça pose des gros problèmes. Mais parce qu'il y a un souci de sensibilisation et de compréhension de ces règles-là. Donc effectivement, c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, oui, c'est le cas. Alors après, est-ce que les plateformes les encouragent? C'est un petit peu compliqué quand on est dans un monde aussi où parfois ce qui va leader un petit peu le droit, c'est aussi les grosses plateformes qui vont avoir un tel poids économique qu'on va finalement suivre leur move à elles plutôt que ce soit elles qui suivent le move du droit. Et ça, c'est encore d'autres enjeux qui sont des enjeux réels et qu'on voit aussi avec l'intelligence artificielle. Alors, je continue les questions. Si nous concevons des modules de formation en e-learning et que nous utilisons l'IA par exemple pour générer des images, est-ce qu'un avertissement global aux apprenants dans le descriptif de nos modules peut suffire ou faut-il faire ressortir tous les contenus générés par IA? Ça, je ne sais pas. En fait,
Aujourd'hui, le texte, donc l'article 50 du règlement sur l'intelligence artificielle qui dit ça, est très vaste, très large, très voilà, imprécis. Il donne quand même certains éléments, hein. Il faut prévenir au minimum au moment où la personne est confrontée au deepfake. Il y a quelques critères qui sont donnés, mais en réalité, justement, comme c'est vague et imprécis et qu'on n'est que dans les prémices, il y a la Commission de l'Union européenne qui a sorti des guides et en fait qui vient dire, même si c'est des guides volontaires, s'il s'agit d'une image, il faut faire comme ça, s'il s'agit d'une vidéo, il faut faire comme ça, si c'est plutôt une œuvre créative ou une œuvre de fiction, il faut faire comme ça. Et en fait, tout ça va se préciser avec le temps. Ce qu'il faut, c'est bien rester au courant et se renseigner et faire les choses du coup correctement pour bien respecter les règles. Mais aujourd'hui, ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre comme ça. C'est encore du cas par cas, il faudrait voir de quoi il s'agit. Et de toute façon, il est aussi très important de bien mettre en place des process assez de manière globale en entreprise qui passerait aussi par une façon de faire qui soit très imprégnée dans la culture d'entreprise. Ça peut passer par des chartes, par exemple. Mais aujourd'hui, il faut creuser dans les textes pour voir exactement au cas par cas, même si ce n'est qu'un guide, comment est-ce que la commission conseille de faire les choses pour respecter les règles. Dans les modules de formation, doit-on obligatoirement écrire que les images ont été générées par IA? Du coup, ça dépend. Si c'est des deepfakes, il faut respecter les règles de transparence. Et c'est un peu la même chose que ce que j'ai dit avant. Ce dont il faut faire attention, c'est pas parce que c'est pas un deepfake qu'il n'y a aucune règle. Parce qu'il y a les règles qui préexistent. Donc, si vous utilisez l'image, la voix, etc., 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 il y aura quand même des règles. Et si ça rentre dans le contexte du deepfake, l'hypertrucage comme défini par le règlement sur l'IA, alors là, il y aura encore des éléments supplémentaires. Et il va falloir voir un petit peu comment préciser tout ça. La traçabilité nécessaire dans la création, oui. Si on fait appel à un prestataire pour créer une formation, a-t-on le droit de lui demander s'il utilise l'IA et comment faire pour protéger nos contenus afin qu'on ne se retrouve pas chez un concurrent? J'ai envie de vous dire que ça, c'est plutôt du contractuel. Alors effectivement, vous faites appel à un prestataire externe. Lui, il va avoir à un moment donné, s'il fait des hyper-trucages, peut-être faut voir comment est-ce que cette obligation, elle s'appliquerait à lui d'être transparent vis-à-vis de son client. Mais en réalité, aujourd'hui, il faut quand même faire la distinction entre ce que la loi impose, mais aussi l'éthique et les bonnes pratiques. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important dans les bonnes pratiques, il y a la loi, il y a les bonnes pratiques aussi, de mettre en place un cadre. Effectivement, on a le droit de demander, on a le droit de limiter, on a le droit de dire comment est-ce qu'on veut que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Donc ça peut être encadré par du contrat. Et comment faire pour protéger nos contenus avant qu'ils ne se retrouvent pas chez un concurrent? Normalement, si vous avez les droits sur vos contenus, vous avez le droit. Donc, si par exemple le prestataire a créé quelque chose qui vous a cédé les droits et que lui n'a plus le droit d'exploiter, normalement, il n'y a pas de raison que ça se retrouve chez un concurrent. Et si ça se retrouve chez un concurrent alors que c'est vous qui avez les droits, vous avez une action en contrefaçon entre les mains. Donc, vous avez le droit qui est de votre côté. Et les tendances en matière de décoration amènent les designers à faire des créations qui peuvent être proches. C'est difficile dans certains cas de savoir si l'œuvre est suffisamment différente et originale et que les droits d'auteur s'appliquent. De plus, on ne peut pas connaître l'ensemble des créations réalisées. Oui, c'est du cas par cas. Oui, ça peut être compliqué. En plus, quand vous parlez de décoration et de design, vous êtes dans un contexte qui peut mêler plusieurs droits. Effectivement, on peut avoir des droits d'auteur, mais on peut avoir aussi les dessins et modèles sur les formes, etc. Et donc, je suis d'accord. Il pourrait en plus sur les designs y avoir encore d'autres règles, mais c'est pas forcément quelque chose qui est simple, hein. Je dis pas que c'est simple. Oui, il y a des choses qui peuvent se ressembler. Oui, effectivement, on peut avoir l'impression à un moment donné d'avoir puisé dans toute l'originalité possible et qu'aujourd'hui on ne puisse plus être original ou que ce ne soit. Mais ça restera du cas par cas, ça restera une question d'avoir approuvé l'originalité qu'on a mise en œuvre avec ou sans l'IA dans tous les cas. Mais c'est la réalité du droit telle qu'elle est aujourd'hui et la réalité aussi de la question de la création et du renouvellement de l'originalité des créations que l'on propose. Il n'est pas exclu de puiser dans des choses qui préexistent pour créer à nouveau et que ce qui intègre du préexistant soit original dans ce que ça va apporter aussi, hein. C'est possible et c'est comme ça que fonctionne la création aujourd'hui et que ça a toujours fonctionné, vous me direz. Et quel rôle jouent les Creative Commons sur le droit d'auteur?
Les Creative Commons, c'est juste une forme de licence libre. Alors là, donc du coup, on s'éloigne un petit peu, mais vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que il y avait deux grands contrats en droit d'auteur. Il y a les cessions et il y a les licences. Quand on est dans les licences, c'est une autorisation d'utiliser qui ne donne pas la propriété à la personne. Et les Creative Commons, c'est un type de licence dite de type libre. Donc en fait, l'œuvre est par principe disponible pour être exploitée. Et les licences Creative Commons, il y a plusieurs sortes de licences. Je ne sais plus exactement combien. Et chaque licence nous dit ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire, dans quelles conditions, comment. Avec des pictogrammes qui viennent simplifier les explications relatives à ce qu'on a le droit de faire ou non. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Bon. Euh, Je rebondis sur cette question en demandant si une CC 4.0 bail viendrait neutraliser le droit de paternité. Le droit de paternité, normalement, il ne peut pas être neutralisé parce que les droits moraux, donc droit de paternité fait partie des droits moraux, normalement ne peuvent pas être neutralisés en soi. En revanche, l'auteur a le droit de dire qu'il accepte que son nom ne soit pas cité. Donc c'est pas vraiment neutralisé, mais je sais pas, je l'ai pas en tête la licence CC 4.0 bail. Mais pour moi d'ailleurs, bail, c'est quand il faut citer l'auteur. Sur les Creative Commons. Mais j'avais fait un webinaire spécial Creative Commons qui est sur ma page YouTube, si ça vous intéresse. Voilà. Bon, bah, est-ce qu'une image full générée par IA, bah justement, ce serait difficile, parce que si elle est 100% générée par IA, là, on est sur le contexte où il pourrait difficilement y avoir des droits d'auteur dans la mesure où il n'y a pas d'originalité à caractériser. En tout cas, voilà, ça reste du cas par cas, mais 100% généré par IA, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est un prompt, une image, là, ça fonctionnerait pas. Bah, merci beaucoup pour tout le... Merci beaucoup. Merci à tous. Bah, j'espère que ce webinaire vous aura plu, aura été instructif. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'éléments. J'espère que vous n'êtes pas trop assommés. Et je vous souhaite à tous un bon après-midi. Je reste à votre disposition si vous avez besoin. Vous savez où me contacter, sur LinkedIn, sur mon site, par mail. Et n'hésitez pas. Merci à tous.